Bonsoir à tous, merci vivement d'être là ce soir pour les dialogues du Quai Branly. On va parler archéologie ce soir, des mondes africains avec Emmanuel Honoré et Geoffroy Emlich qui arrivent. Ces dialogues du Quai Branly, c'est vraiment un moment, c'est la deuxième séance, d'échange, de discussion. Et moi, je suis vraiment ravi de pouvoir animer ces échanges parce que, je vous dis, la semaine dernière, on a pu réfléchir à ce que ça signifiait imaginer l'Afrique ancienne. Et ce sont vraiment des mondes nouveaux qui se sont ouverts. C'est une vivacité de la recherche, moi, qui m'a vraiment interpellé. Et avec l'archéologie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, on a mis en avant la démarche, l'archéologie, mais on va très vite voir que ce sont toutes les démarches qui se croisent. Emmanuel Honoré, vous êtes archéologue, préhistorienne, anthropologue, maîtresse de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et avec vous, on va pouvoir explorer ici tant et tant de champs. Il va y avoir des peintures rupestres, bien sûr, parce que avec vous, on est dans un univers plutôt saharien, on peut le dire ainsi. C'est ça, on va voyager dans le désert. Bon, ben ça c'est bien, parce qu'on ne s'en lasse pas. Est-ce qu'il est si désertique que ça, ce désert? Alors non, on verra que ce n'est pas que des dunes de sable, l'image d'Épinal du Sahara, on verra qu'il y a aussi beaucoup de montagnes, des massifs pour faire ces fameuses peintures rupestres. Et puis ces peintures rupestres, on va les trouver également avec vous, Geoffroy, à un autre endroit, et c'est ça qui est bien aussi, hein, c'est de pouvoir croiser ici les démarches sur des périodes différentes, dans des endroits différents, parce que il faut quand même rappeler, et on parle de l'Afrique, mais je pense que c'est vraiment important de le dire dès le début, l'Afrique, c'est pluriel, c'est terrifiant hein, de dire l'Afrique, on parle d'un continent entier et on cache en disant cela la diversité. Vous êtes docteur en archéologie, en histoire, chercheur associé à l'Institut des mondes africains. C'est où, vous, votre champ d'études? De mon côté, donc moi je suis on travaille, on est toute une équipe qui travaille plus en Afrique centrale. Alors du coup, on est sur des régions complètement différentes, avec une géographie, un paysage complètement différent, et des époques aussi différentes. Autant Emmanuel travaille sur la préhistoire des temps très anciens, autant nous, ça nous arrive aussi, mais ça peut être aussi des temps très récents, et qui n'en est pas moins intéressant. Oui, mais c'est vraiment ça. Puis il y a tout le questionnement du découpage. Mais pour l'histoire telle qu'on nous la présente, on a un découpage et on sait combien que ce découpage est discuté. Non pas qu'il est critiqué, mais on en a besoin d'avoir des périodes parce que ça nous facilite les repères. Quand on parle de préhistoire en Afrique, ça signifie quoi? Parce que là aussi, l'Afrique, c'est la diversité, c'est un continent, mais c'est la diversité. Mais la préhistoire, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment dit grand-chose? Alors moi j'ai un problème avec ce terme de préhistoire. On est d'accord. Parce que ça voudrait dire qu'il y a quelque chose avant l'histoire qui ne serait pas de l'histoire, puisque ce serait avant l'histoire. Et qu'est-ce que ce serait si ce n'est pas de l'histoire? On aurait des populations qui auraient vécu quelque chose, mais qui n'auraient pas la même importance. Hein. Ce serait comme une sorte de hiérarchie à partir du moment où c'est consigné par écrit. C'est un peu ça la définition de l'histoire, hein, les sources écrites, au sens vraiment classique, européen du terme. Et on aurait quelque chose avant qui ne serait pas digne d'être qualifié d'histoire. Eh bien, ça fait très longtemps qu'on sait en fait qu'il y a effectivement une historicité très très ancienne. Hein. Les premiers outils, les premières traces de culture matérielle en Afrique, c'est moins 3,3 millions d'années. Donc rendez-vous compte de l'ancienneté hein, des créations humaines, des culture matérielle sur le continent. On est dans cette fameuse période de la préhistoire de moins 3,3 millions d'années à l'émergence de l'écriture sur le continent. Ça va être d'abord en Égypte, moins 3250 avant notre ère environ. Donc c'est aussi une période assez ancienne. Mais vous voyez cette période de temps qui serait appelée la préhistoire. Moi, je voudrais l'appeler l'histoire longue, l'histoire ancienne. Et c'est d'ailleurs le titre qui a été choisi hein, pour la chaire au Collège de France. Et je trouve que c'est très judicieux puisque c'est la même chose. On ne travaille pas sur les mêmes sources, mais c'est bien de l'histoire humaine. Oui, la chaire au Collège de France de François-Xavier Fauvel avec ici cette histoire
histoire ancienne. Mais c'est bien de rappeler ça. 3 millions d'années, c'est Lucie quand même. Alors non, on est bien avant là. Ah ouais, 3 millions, c'est quand Moins Lucie 3,3 millions d'années, c'est les plus anciens outils attestés sur le site de Lomekwi qui se trouve au Kenya. Donc c'est un faciès qu'on a appelé le Lomekwien, mais pour l'instant il n'y a qu'un seul site éponyme. Et on est avant l'émergence avant cette hominisation, avant Homo, et après Lucie, en fait. Donc Lucie va arriver vers 7 millions d'années, et 4 millions d'années, et on est vraiment sur la fin des australopithèques robustes, qu'on appelle les paranthropes, et juste avant les premiers représentants du genre Homo. Avec, Geoffroy. Oui, non, je voulais juste rajouter aussi quelque chose que je trouve aussi intéressant à vous signaler, c'est qu'on nous apprend à l'école toute une périodisation de l'histoire. Alors, c'est la préhistoire, il y a le paléolithique, le néolithique, le mésolithique, après il y a l'âge des métaux, après il y a la période médiévale, après l'époque moderne. Mais en Afrique, cette histoire-là, ça ne marche pas, quoi. Parce que autant l'Europe a pu avoir cette trajectoire historique, mais ce n'est pas la seule. Et là, on parle de l'Afrique, on pourrait parler d'autres continents, mais en Afrique, finalement, toutes ces périodes peuvent cohabiter en même temps. Et donc, du coup, ce qui a amené cette manière de penser l'Afrique pour les historiens, les archéologues, elle est caduque. Oui, puis ça vaut aussi pour l'Europe en grande partie, sur des superpositions d'éléments. Moi, ce que je retiens surtout dans ce que vous me dites là, c'est en écho à ce que on a longtemps entendu, c'est qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique. Et la question, tout ça, on peut le mettre de côté parce qu'on sait bien qu'il y a une histoire. C'est plutôt en quoi l'archéologie démonte cette idée-là, qu'il n'y a pas d'histoire en Afrique. L'archéologie, c'est un bon biais aussi pour apporter des arguments contre, Emmanuel. Oui, alors il faut quand même rendre aux historiens ce qui leur appartient, parce que dans les années 60, les historiens ont bien débunké, pour utiliser un terme à la mode, ce mythe du continent sans histoire. On a en 1961 Jan van Sina qui sort un ouvrage absolument fondamental qui s'appelle « De la tradition orale pour une méthode historique ». Après, il y a Henri Monniot qui enfonce le clou avec un très bel article en 64 dans la revue des Annales. On sait que l'histoire orale est une histoire. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Elle se caractérise pour Jan van Sina par le fait qu'elle est orale, par le fait qu'elle est transmise, et troisième caractéristique, par le fait qu'elle concerne le passé. Donc on la distingue comme ça de la rumeur. Donc rendons d'abord aux historiens ce qu'ils ont patiemment et solidement fait dans les années 60, mais les archéologues ont aussi patiemment montré que c'est sur le continent africain qu'on peut retracer la plus longue histoire humaine, puisqu'on a ces cultures matérielles qui sont très anciennes. Et si vous aimez les superlatifs, il y a toutes les plus anciennes attestations, on est sur les plus anciennes traces de construction massive en bois à Kalambo Falls, moins 476 000. Il y a encore eu un article dans Nature il y a une semaine pour montrer les plus anciennes productions standardisées d'outils en os, moins 1,5 million d'années. On est vraiment à chaque fois sur l'origine des choses. Homo sapiens, notre espèce, moins 300 000 en Afrique, on est sur 100 000 ans plus tard pour la sortie d'Afrique, et donc après, Homo sapiens va arriver en Europe beaucoup plus tard. Mais voilà, si vous aimez montrer la grande chronologie, il faut travailler sur le continent africain, et je vous encourage à le faire. Avec justement une histoire même de ces études sur le continent africain. Si on pense à l'archéologie, c'est possible de faire une histoire de l'archéologie, de voir à partir de quel moment les archéologues se sont intéressés à ces territoires-là. Il y a quelque chose qui arrive à un certain moment, parce que bien sûr on pense à la période de conquête, et donc à des présences, notamment de scientifiques, avec des méthodes venues d'ailleurs. On voit à quel moment l'archéologie apparaît en Afrique. Après, je pense que c'est différent aussi suivant la région sur laquelle on s'occupe. Après, dans mon cas de figure en Afrique centrale, finalement, quand on parle histoire, on parle forcément à des sources écrites. Et c'est vrai que quand on pense à sources écrites à l'Afrique centrale, on a quelques mentions de sources écrites de la côte qui va du Cameroun en Angola avant le XVe siècle, et c'est après le XVe siècle qu'on a beaucoup de choses. Mais donc du coup, c'est ce que vous disiez, Emmanuel, c'est que l'archéologue a toujours cherché à croiser les données,
dans un esprit interdisciplinaire. Et c'est ce qui rend si originale cette discipline. Et aujourd'hui encore, par l'évolution des techniques, tout explose. Et notre regard est vraiment se change. Enfin, par exemple, les études que j'ai pu faire à Louveau avec, voilà, enfin, je suis le seul aujourd'hui, mais on est vraiment nombreux. Finalement, ce qu'on a pu faire il y a 10 ans, ce serait à refaire aujourd'hui, quoi. Donc, il faut toujours rester humble et modeste dans cette tâche-là. Non, puis on sait bien, les archéologues, ils ne fouillent pas n'importe où. Quand on cherche quelque chose, il faut savoir ce qu'on cherche. Enfin, il y a cette idée-là aussi, c'est qu'il y a un moment où on s'est dit, oui, il y a quelque chose à chercher, on va essayer d'identifier les endroits où le chercher. Parce que tant qu'on se dit, il n'y a rien, on ne prend même pas la peine de le chercher. Il y a ça aussi. Plus il y a d'études, plus il y a l'envie de chercher, et donc plus il y a de découvertes. Je trouve que c'est un défi aussi, cette question des sources, parce que finalement, on a plein d'endroits en Afrique où il n'y a pas forcément d'études archéologiques qui ont été faites. Par exemple, le Congo-Kinshasa, où je travaille, il faut s'imaginer la superficie de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est un pays continent, quoi. Et il y a des parties du pays où il n'y a pas de recherche. À la différence, il y a d'autres régions où là, par contre, il y a une pléthore de sources. La plupart du temps, de voyageurs, ça peut être des voyageurs arabes, quand on pense aux royaumes médiévaux du Sahel, de la côte Swahili, donc au Kenya, etc., où du coup, il y a un coup de projecteur assez incroyable sur ces régions et qui laisse finalement dans la pénombre tout un pan du continent, comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme s'il ne se passait rien, etc., à la même époque. Alors que de tout temps, des régions ont été interconnectées, quoi. Ouais, vous avez évoqué l'Égypte, et c'est vrai qu'on sait bien que les civilisations égyptiennes, parce que là aussi on est sur un temps long, ça a complètement invisibilisé ce qui pouvait se passer à côté. Totalement, il y a une égyptomanie qui se développe dès la fin du XVIIIe siècle. Vous connaissez tous l'expédition de Bonaparte entre 1798 et 1801. 154 chercheurs vont accompagner Bonaparte dans sa campagne d'Égypte et vont faire des relevés de toutes les inscriptions, de tous les temples, ce qui va permettre le déchiffrement des hiéroglyphes. Et il va y avoir une folie sur l'Égypte qui va faire exploser le nombre de recherches sur ce pays, et peut-être au détriment effectivement des recherches en Afrique subsaharienne. Après, il y a des fouilles qui sont conduites dès le début du XXe siècle en Afrique subsaharienne sur des très grands sites. Par exemple, le site de Grand Zimbabwe, Great Zimbabwe, qui est la capitale de l'empire du Monomotapa, période dite médiévale, entre le XIIe et le XVe siècle. On a des fouilles en 1905 par Randall McIver, 1929 par Gertrude Catton Thompson, une équipe 100% féminine à l'époque, c'est vraiment quelque chose à souligner. Et voilà, on ne les connaît pas, on n'en parle pas, il n'y a pas du tout le même impact en dehors du continent, en dehors localement, de l'impact local, parce que, voilà, il y a une espèce d'aura de mystère. Tout ce qui est au sud du Sahara, c'est l'Afrique mystérieuse, l'Afrique des profondeurs, et ça nimbe l'ensemble de ces recherches d'une espèce de brouillard qui ne permet pas de tirer de tirer des enseignements accessibles pour le grand public. Vous ne pensez pas que c'est aussi intéressant de nier ces histoires-là aussi à ce moment-là particulier de cette histoire? C'est beaucoup plus simple de justifier une conquête de territoire qui n'a pas d'histoire plutôt que de dire voilà, on vient après de grandes civilisations. Oui, et puis ces fouilles dont je parlais au moment du Great Zimbabwe, on est encore sur une période où les idéologies racistes sont très très ancrées, y compris dans l'archéologie. Donc pour continuer sur cet exemple, les deux archéologues qui ont fouillé en 1905-1929 se sont évertués à expliquer que ce site, qui est un site monumental, on a des constructions en appareil cyclopéen, c'est vraiment un site extraordinaire visuellement, ils se sont évertués à faire comprendre qu'il s'agissait de constructions de populations bantouphone, locales, alors que dans la littérature, jusqu'encore dans les années 70 et encore maintenant, on trouve tout un tas de délires sur les Phéniciens, la reine
de Saba, les populations d'Arabie, des populations asiatiques sont arrivées là parce que les Bantous ne sont pas capables de faire de telles constructions. C'est incroyable, je crois. Et je voulais juste rajouter aussi que c'est une conception très occidentale des choses, c'est-à-dire que là, que ce soit les grandes pyramides, Great Zimbabwe, tout ça, c'est du monumental. Donc forcément, pour nous, c'est ce qu'on cherche dans notre conception occidentale. Il faut des gros bâtiments, etc. Et c'est vrai qu'architecturalement, par exemple, nous, on fait face, dans le royaume de Congo qu'on étudie, qui est un ancien royaume médiéval, un royaume extrêmement organisé, qui dans sa plus grande... dans son apogée, faisait plus ou moins 130 000 km². Donc il y avait une capitale, il y avait des capitales provinciales, et donc un ensemble très ordonné, structuré, avec plein d'échanges, etc. à travers tout le royaume. Un de nos travaux, il y a quelques semaines, c'était de partir à la recherche d'une de ces anciennes capitales provinciales. Et on a bien été en peine, parce que finalement, on est face à quelque chose des matières périssables, enfin c'était plus comme une sorte de gros village, quoi, finalement. Et donc, du coup, là aussi, l'archéologue doit changer ses ornières en ne pensant plus comme à l'époque coloniale, justement, où on se disait, une ville, forcément, il y a des bâtiments de prestige, etc. Et quelque chose que je trouve aussi, et c'est dur de s'en extirper, parce que finalement, encore aujourd'hui, un peu en sous-main, on a encore cette question finalement de la bibliothèque coloniale. Ça, c'est une expression d'un intellectuel congolais qui s'appelle Valentin Mudimbe, qui a aussi écrit un livre extrêmement célèbre qui s'appelle L'invention de l'Afrique, pour dire aussi que ce terme Afrique, qui est un peu un mot valise, finalement, ça a été inventé par les Occidentaux pour définir le continent africain, mais en omettant toute la diversité, ce que vous disiez avant en introduction. Et là aussi, par rapport à cette bibliothèque coloniale, c'est-à-dire tous ces écrits qui ont été faits par des administrateurs, etc., qui ont fait des rapports un peu à la va-vite, on a cette image, ce qu'on disait aussi des ethnies, c'est-à-dire cette vision que là, on n'est plus face à une Afrique des royaumes, à une Afrique médiévale, au siècle d'or, etc. Là, on est dans une Afrique du 19e, du 20e siècle, des ethnies qui sont figées, qui sont immobiles dans le temps, qui parlent une langue, qui ont un style artistique. Et quelque part, par exemple, si on parle, encore très récemment, on a parlé d'art premier, quelque part. Mais ça veut tout dire, finalement. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, les choses changent. Et aujourd'hui, il y a toute une génération, enfin, pas qu'aujourd'hui maintenant, c'est des études qui ont été développées maintenant depuis plusieurs années, mais qui essayent de déconstruire cette vision de l'Afrique et pour essayer de travailler à partir de multiples centres, finalement, autant avoir cette vision occidentale, autant avoir cette vision africaine, etc., pour essayer de rendre cette histoire dynamique, quoi. C'est un défi, ça, on le sent bien. Quand on fait de l'archéologie de ces mondes africains, il y a des défis particuliers à relever. C'est-à-dire que ce n'est pas faire l'archéologie comme ailleurs, au sens où, alors déjà, il y a ces représentations, ces déconstructions. La déconstruction, c'est bien partout. C'est ce qui permet de comprendre les choses. Mais ces déconstructions-là des mondes africains, elle est difficile parce que nous-mêmes, on est souvent tributaires, j'utilise le mot préjugé pour aller vite, mais on est aussi tributaire de ça. C'est-à-dire qu'on doit déconstruire soi-même quand on est archéologue, son propre questionnement pour poser d'autres questions qui, celles-là, sont sans doute les meilleures. Oui, c'est ce qu'on fait tout le temps, en fait. On s'interroge tous les jours, même l'étiquette d'archéologie de l'Afrique, africaniste. On l'a dit, l'Afrique, c'est un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. Il n'y a pas d'unité culturelle à aucun moment. C'est tellement vaste. Les océanistes s'appellent océanistes. Les européanistes, ceux qui travaillent sur les collègues qui travaillent sur l'Europe, déjà ne travaillent jamais sur l'entièreté de l'Europe, alors que c'est vraiment, par rapport à l'Afrique, un tout petit territoire. Ils ne s'imaginent pas, en fait, ce que ça représente d'être tout d'un coup propulsé sur un espace et un temps qui est aussi large, aussi divers. Et c'est ça qu'on doit tous les jours dont on doit se souvenir tous les jours, c'est qu'on est sur des choses qui sont vraiment d'une extrême complexité et variété et qu'il faut sans cesse lutter contre les simplifications. Il y a un combat dans la recherche avec ces défis. Geoffroy, je voudrais savoir, parce que quand vous parliez de cette Afrique centrale, c'est vrai que sur
l'archéologie, c'est trouver des traces. Or, ces traces, dans certaines conditions, ont du mal à se conserver. Ça fait partie du défi, ça aussi. Du bois en zone tropicale ne laisse pas de traces bien longtemps. Oui, bien sûr. Bon, il y a aussi ce côté-là. Après, c'est vrai que nous, on ne travaille pas dans un contexte de forêt humide, etc. Donc, on est plus dans un contexte de savane. Donc, du coup, c'est vrai que... mais effectivement, on est face à énormément de défis. Et ce que je voulais dire, je suis désolé parce que j'ai encore en tête la discussion d'avant. Parce que finalement, là, on parle entre nous, entre spécialistes. Et c'est vrai que du coup, vous êtes... Enfin, vous. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais du coup, là, on est face à un public, un grand public. Et finalement, quand un ancien président de la République, c'est pas pour faire, mais dit le grand drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas suffisamment rentré dans l'histoire, c'est quelque chose, voilà, ça veut tout dire, quoi. Ouais. Et donc, c'est ce travail en constant qui... Il voulait venir, mais il y a une question de bracelet qui l'en a empêché. Moi, je pense que le mieux pour illustrer tout ça, c'est de regarder directement les documents que vous nous avez apportés, parce que moi, j'ai besoin ici de commentaires. On est où là? Qu'est-ce donc, Emmanuel? Alors là, on va partir dans le désert libyque. Donc on est à la frontière entre l'Afrique du Nord-Est, à la frontière entre la Libye, l'Égypte et légèrement au nord du Soudan, avec, vous avez le Tchad aussi qui est aux confins de cette région, qui s'appelle, donc on est sur une zone de massif. Ce massif s'appelle le Guilf el-Kébir, la grande falaise littéralement, et on a tout autour de cette falaise qui est découpée un certain nombre d'abris qui sont ornés et qui témoignent du passage de populations préhistoriques. Alors d'abord des chasseurs-cueilleurs uniquement, et ensuite des chasseurs-cueilleurs et des pasteurs. Ici, je vous ai mis un petit morceau d'un très grand abri qui a été appelé pour le grand public la grotte des bêtes, mais en fait c'est un abri plus qu'une grotte. C'est vraiment une sorte de cavité naturelle qui a été ornée. On est sur quelque chose qui fait à peu près 20 mètres de large, 6 ou 7 mètres de haut. Imaginez-vous, vous montez une petite dune perchée. Une dune perchée en géologie, c'est une dune qui est venue se coller contre une paroi. Avec le vent, le sable s'agglutine. Et tout en haut, vous arrivez, donc c'est comme les inventeurs de sites l'ont fait il y a une vingtaine d'années, vous arrivez et hop, vous découvrez cette paroi avec plus de 8000 figures qui sont surtout peintes. Il y a quelques gravures et superposées les unes aux autres. C'est vraiment une émotion particulière de pouvoir, d'avoir la chance de visiter ces sites. Et donc c'est pour ça que je voulais partager cette photo. Non, mais c'est très incarné parce que ce qu'on voit beaucoup, ce sont des mains. Emmanuel, vous venez de dire des peintures, mais on voit aussi qu'il y a ce système de pochoir avec la main. Parce que c'est ça, qu'est-ce qu'on va retrouver comme représentation, en fait, sur ce type de paroi? Alors, c'est très varié. Là, on voit surtout les mains. On peut peut-être passer à la diapo suivante, justement. Ici, vous voyez une paire de mains d'adultes, main droite, main gauche, bien latéralisées. Et si vous observez un petit peu dans ces grandes mains d'adultes, vous voyez peut-être deux tout petites mains, une petite paire dans la paire d'adultes. Et cette paire qui avait d'abord été envisagée comme une paire de mains d'enfants ou de bébés, après plusieurs études de morphométrie, on a pu l'attribuer à des pattes de varan. Donc des populations préhistoriques avant la domestication, puisqu'on est sur un site a priori attribué à des chasseurs-cueilleurs, auraient utilisé un varan. À partir de plusieurs études, on a pu déterminer qu'il était vivant au moment où il a été utilisé et aurait apposé ses petites pattes sur la paroi avant de souffler le pigment pour faire ces fameux pochoirs, peinture au pochoir ou technique du soufflet, comme l'appelait le roi Gouan. Il n'y a pas de lézard. Sur des parois comme ça... On est à peu près à 6000 avant notre ère. 6000 avant notre ère. Alors, on n'est pas tous d'accord sur la datation, mais c'est une estimation. Mais d'autres représentations et qui là nous interpellent, parce que c'est ça moi que je trouve très fort. J'ai jamais mis de côté l'émotion quand on étudie le passé. Je trouve que c'est toujours très important l'émotion dans ce qu'on ressent. Et sur ces mains,
c'est incarné, je disais, parce que c'est des gens qui étaient là, qui ont fait ça, et c'est toujours très fort. Et là, ce sont des gens qui ont représenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont représenté? Alors ici, on a ce qu'on pourrait appeler une scène. C'est un ensemble cohérent de figures qui interagissent entre elles. Et vous voyez une figure centrale qui est assez grande, qui a été appelée la bête sans tête. En réalité, moi, j'ai plutôt tendance à parler de bête au pluriel parce que cette représentation, on la retrouve à plusieurs reprises dans cet abri principalement, mais aussi dans d'autres abris de la région. Et à chaque fois, elle est un peu différente. C'est toujours un être composite, assez effrayant. Ici, il est furieux. On voit que la queue est dressée, donc il y a vraiment du mouvement, il y a de l'agitation. À la place de la tête, il y a une sorte de double bosse avec un creux, et vous voyez un être humain ou un anthropomorphe qui est à moitié entré dans le corps de l'animal ou à moitié sorti, avec les bras en croix comme ceci, et tout autour un tas de petits anthropomorphes, pareil, des êtres humains qui s'agitent, notamment autour des points vitaux. Vous voyez que ça s'agite autour du pénis. Alors ici on le voit pas très nettement, mais sur d'autres représentations il y a nettement un pénis. Trois autres qui pointent plutôt vers l'anus. Donc tous les points d'entrée et de sortie de ce corps. On est sur des mythologies préhistoriques dont on ignore absolument, totalement ce qu'elles signifient. On n'a pas de texte. On est à moins 6000. Ce sont des populations de chasseurs-cueilleurs avant la domestication. Et d'un seul coup, paf, il y a ce registre qui nous sort à la figure. Et donc, on est un peu perdus, tous les préhistoriens. Il y a des collègues qui proposent des interprétations, mais personne ne peut prétendre savoir exactement ce que ça signifie. Donc c'est ça aussi la magie de l'archéologie, c'est que des fois on est toujours obligé de rester humble. Qui sont les gens d'ailleurs qui ont réalisé ça? On le sait? Alors, c'est des populations qui sont manifestement des chasseurs-cueilleurs avant l'arrivée du pastoralisme. Et on a quelques sites avec des vestiges matériels autour. Ce sont des chasseurs-cueilleurs très mobiles. On a des traces d'habitat qui sont vraiment très très légères, avec seulement des bases de huttes, avec quelques pierres disposées, des foyers. Mais ce sont des populations qui bougent beaucoup parce qu'on est sur des environnements semi-arides. Et donc, il y a une nécessaire mobilité dans ces environnements. Ah, c'est semi-aride à ce moment-là, parce qu'on dit 6000 ans avant notre ère, et on sait que les choses changent, etc. Et nous avance souvent de voir représenter des animaux qui ne devraient pas être là. Alors, est-ce que c'est le cas pour ici? Aujourd'hui, c'est un endroit qui est hyper aride. La pluviométrie annuelle moyenne, c'est entre 0 et 1 millimètre. Il ne pleut pas du tout dans cette région aujourd'hui, mais à cette période, on est sur une pluviométrie annuelle moyenne de 300 mm par an. C'est un peu 3 ou 4 fois moins que ce qu'il y a à Paris actuellement. Aujourd'hui, oui, c'est à peu près représentatif. Donc, on a des lacs temporaires qui se forment au moment, parce que les pluies ne sont pas bien réparties en plus. Il y a une saison des pluies, il y a une saison sèche. Il y a des lacs temporaires qui se forment grâce à l'écoulement des eaux dans les bassins versants. Et puis, il y a une petite végétation résiduelle, des acacias qui sont des arbres très, très résistants, qui peuvent rester toute l'année, et autrement, des herbacées qui vont se développer au moment de la saison des pluies. Oui, parce que Geoffroy, c'est ça, c'est faire de l'archéologie des mondes africains, mais comme toute forme d'archéologie, ça oblige à être un peu botaniste, à s'intéresser à l'environnement aussi. Ouais, c'est ce qu'on fait aussi d'ailleurs à Louveau, en essayant de comprendre l'évolution du paysage, et puis l'impact de l'homme sur ce paysage aussi. Et donc, du coup, c'est fascinant. Et puis, ce qu'on disait au début, c'est que par rapport avec cette interdisciplinarité, on a tellement de regards différents sur un site qui nous permet vraiment de donner à voir, de reconstituer l'histoire du lieu. Donc ça peut être bien sûr les traces humaines, mais l'histoire environnementale, etc. Et tout fait sens. Oui, c'est pour ça, on voit que l'accumulation de connaissances, peu à peu, d'échanges, n'aboutissent pas à une solution, à de plus en plus de questions. Mais c'est ça qui est génial avec, ici, Emmanuel, la possibilité, et ça c'est dans votre étude, de voir des phénomènes sur des temps beaucoup plus longs, d'évolution, de transition, de processus très longs, et en quoi l'archéologie, là, va nous aider à comprendre l'évolution de ces populations. Alors, ce qui a beaucoup été fait ces 40 dernières années, c'est essayer de dézoomer un peu. C'est-à-dire que là, si on travaille qu'à l'échelle du site ou de cette représentation-là, ça va être très compliqué de comprendre ce qui se passe.
pourquoi d'un seul coup on a ce type de représentation, dans quoi ça s'insère. L'archéologie, c'est toujours une question de contexte. C'est le contraire un petit peu de l'histoire de l'art ou du musée où on met un objet et pof, ça devient l'élément central. En archéologie, ce qui compte, c'est toujours le contexte. Et donc là, ce qui aide à comprendre un petit peu ça, c'est d'essayer de voir ce qui s'est fait. Alors avant non, puisqu'avant il y a une sorte de hiatus archéologique. Avant, c'est très aride, il n'y a personne dans la région. Pendant très longtemps, c'est l'hyperaride de la fin du Pléistocène. Après, on va avoir l'arrivée de populations pastorales qui viennent a priori du nord-est et qui vont amener ces nouvelles pratiques. Et concomitamment, on va voir en même temps le registre de l'art rupestre complètement changer. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus du tout peindre les mêmes choses sur les parois des abris. Là, sur les chasseurs-cueilleurs, on a vraiment beaucoup de représentations avec des choses un peu ésotériques, obscures comme ça, difficiles de compréhension, beaucoup d'anthropomorphes, de représentations humaines. D'un seul coup, on va avoir un changement complètement radical. C'est-à-dire que ces pasteurs, ils sont obsédés par leur bétail. Ils vont peindre des vaches, des vaches, des vaches, des vaches. On a des centaines de vaches. Je crois que j'ai mis une image après pour vous montrer. C'est quoi ça? Alors ça, c'est une modélisation 3D qui a été faite à partir... Hollywood. Voilà. C'est ce qu'on fait. On n'a plus accès à ces sites. Ça fait 10 ans que je n'ai pas pu faire de terrain dans cette région, mais j'ai ramené plein de photos. Et puis, grâce à mes fantastiques étudiants de Paris 1 et au laboratoire d'archéologie numérique et de 3D qu'on a à Paris 1, il y a un certain nombre d'étudiants qui se lancent dans des modélisations 3D, comme celle-ci qui a été faite par Elise Pinard, d'un site qui est dans le massif au sud, qui s'appelle le Djebel El Oueinat, et qui permet d'assembler toutes les photos qu'on a prises, sans données laser grammétriques, et d'avoir une idée globale du site, et donc de retravailler sur ces sites qui sinon sont absolument perdus pour la science. Ça aussi, c'est un élément, et on peut l'évoquer maintenant. Il faut aller sur place, faire de l'archéologie, ça se fait dans des bureaux, parce qu'on réfléchit, dans des bibliothèques, mais quand même, il faut aller sur place. C'est aussi un défi de l'archéologie des mondes africains aujourd'hui, Geoffroy? Oui, nous, pour tout vous dire, on revient d'une mission archéologique il y a quelques semaines au Congo-Kinshasa, où il y a une guerre dans l'est du pays. Donc du coup, on s'est retrouvé dans ce contexte-là, et effectivement, du coup, ça a chamboulé plein de choses, et ça peut être très complexe à mener. Mais au-delà de ça, la chance qu'on a eue en tout cas dans notre cas, c'est d'avoir pu avoir ce projet sur le long cours, et en retournant dans les mêmes villages, année après année, et donc là, d'abord avec 3 bouts de ficelle, je ne vais pas vous mentir, pour ma thèse, on n'était que 2, avec Clément Mambou qui est le directeur du patrimoine des musées du Congo. Et puis progressivement, le projet s'est construit, et aujourd'hui on vient avec toute une équipe. Donc ça, c'est la chance qu'on a. Et c'est aussi la question à se poser, c'est comment on conçoit la recherche. C'est-à-dire, c'est important de savoir qui a les financements, parce que celui qui a les financements, finalement, il contrôle aussi un peu les choses. C'est qui réfléchit au programme? Est-ce que justement, je parle des villageois, mais est-ce que ces villageois, ces habitants, est-ce qu'ils sont impliqués dans les projets? Est-ce que ça répond aussi à une demande de leur part, ou des collègues congolais, etc. Donc là aussi, notre manière de faire de la recherche évolue, et heureusement, quoi. Et parce qu'on n'a plus le luxe en tant qu'archéologue, comme à l'époque pas si lointaine, de creuser des trous. C'est plus possible. Il faut, nous, dans notre projet, pour le coup, on travaille de concert, par exemple, avec les communautés locales, et qui fouillent avec nous, parce que sans eux, on ne pourrait rien voir. C'est pareil, Emmanuel, j'imagine, ça fait partie, ça aussi. Alors là, je ne mets pas le mot défi, c'est pas du tout ça, c'est de la démarche telle qu'elle doit s'appliquer pour l'archéologie. Oui, alors il y a des grandes disparités sur le continent. Il y a des pays qui sont très très bien dotés, très bien avancés, à la fois en enseignement et en pratique de l'archéologie. Il y a même des pays pionniers comme le Cameroun qui pratiquent l'archéologie de sauvetage.
Donc là, on est en permanent dialogue sur les méthodes, etc. Et c'est vraiment, ça marche très très bien et c'est un régal. Et puis il y a des pays qui se redotent de départements parce que pour avoir une nouvelle génération d'archéologues, il faut les former. Donc c'est le cas par exemple en ce moment en Mauritanie avec le collègue Ahmed Baouloud. On remonte tout un enseignement avec un chantier école qu'on vient d'ouvrir cette année. Mais voilà, ça prend du temps, il faut se projeter. Voilà, quand on commence à former une génération, il faut se dire que ça sera effectif que dans 10 ans, mais ça vaut le coup parce que c'est vraiment que comme ça que ça peut fonctionner. En fait, on ne peut pas pratiquer une archéologie d'expatriés, c'est absolument aberrant. Avec beaucoup de vaches. Avec beaucoup de vaches. Ici, c'est l'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. On passe vraiment d'un univers intellectuel à un autre, à partir du moment où le pastoralisme commence à se développer au nord-est du continent. Alors ça émerge au 7e millénaire et puis ça va se diffuser progressivement, très très lentement d'ailleurs. Et ça va devenir une sorte de... Alors c'est beaucoup plus qu'une stratégie de subsistance. On aime bien ces termes, stratégie de subsistance, même si ça ne veut absolument rien dire. Ce sont des termes d'entreprise, stratégie, oui. Bon. Mais c'est bien de le dire. Non, je le dis parce que moi, je l'écris, mais à chaque fois, je me dis pourquoi j'écris ça, c'est complètement débile. Et puis subsistance, ça nous donne l'image de quelqu'un qui est en train de crever de faim et c'est ce qui est absolument pas le cas. Ce sont des choix, ces conversions. Et d'ailleurs, certaines populations localement ont resté chasseurs-cueilleurs. Et ces choix, ils dépassent tellement la question alimentaire. Ici, quand le pastoralisme se développe en Afrique, c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée. On a une communion avec son animal. L'animal devient un bien de prestige, un bien social, une monnaie d'échange. On le sait, on a une ethnographie dithyrambique là-dessus, sur toutes les populations pastorales de l'Est africain. Et c'est la même chose pour la préhistoire. On le voit, ce bétail est bien autre chose que du steak. Oui, c'est joliment dit. Avec toute cette réflexion, parce que là, on a eu des peintures rupestres, pour le dire simplement, mais il n'y a pas que ça, l'archéologie, c'est pas que ça aussi. Ça représente quoi ici? Parce que là, on a des représentations d'un schéma archéologique qu'on connaît beaucoup plus parce que ça nous renvoie à notre univers, fouilles de sépultures, fouilles de bâtiments. Alors là, on va plus au sud. On est à peu près sur les mêmes horizons néolithiques, un petit peu plus néolithique final, on va dire. On est au 4e millénaire avant notre ère. Et là, je vous emmène au Soudan, au sud de Khartoum, là où se rejoignent Khartoum, vous avez Omdurman, où se rejoignent, c'est la confluence du Nil blanc et du Nil bleu qui va former le Nil. Et entre ce Nil blanc et ce Nil bleu, juste au sud, vous avez ce qu'on appelle la Guézira, qui a été très très longtemps considérée comme une terre absolument impraticable pour les archéologues, parce qu'il y a eu des grands travaux de culture du coton pendant le condominium anglo-égyptien. Il se trouve que dans les années 2010, j'étais postdoc à l'université de Cambridge et arrive en chercheur invité là-bas un archéologue soudanais qui était originaire de la Guézira. Et puis on discute, et il me dit « Mais tu sais, il y a plein de choses dans ma région et tout le monde écrit depuis des décennies, il n'y a absolument rien, que les sites ont été bazardés. » Et donc on s'est lancé sur un projet conjoint ensemble avec des prospections et la fouille d'un site néolithique qui s'appelle Gozéchour, où on s'est dit, c'est chouette, pour la première fois, on va vraiment fouiller un site d'habitat, parce que le néolithique soudanais n'est quasiment connu que par les grandes nécropoles, Kadrouka, où j'ai eu la chance de participer aux fouilles aussi. Donc on fouille des tombes, mais alors on ne sait pas comment ces gens vivaient. Donc là, on s'est dit, magnifique, on va fouiller les habitats, les huttes, etc. Et pas de chance, qu'est-ce qu'on a trouvé sous les huttes ? Eh bien, des tombes. Donc là, on était mal armés parce qu'on était parti sans anthropologue physique. Donc, il a fallu quand même qu'on fouille. Et ce n'était que des tombes d'immatures. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y avait une pratique de l'enterrement des très jeunes enfants sous l'habitat, alors qu'à partir de l'âge de 3 ou 4 ans, on passait déjà les enfants il devait y avoir une sorte de rite de transition vers un âge autonome, on va dire, et qu'à ce moment-là, on était enterrés dans un cimetière un peu plus loin. C'est très parlant, en fait, quand vous expliquez ça comme ça. C'est vrai que quand on regarde, on se dit, bon, il y a des trous,
et il y a des tombes. Alors les trous, c'est des trous de poteaux. C'est ça, c'est les trous de poteaux. Donc on imagine un peu l'habitat. Mais d'un seul coup, l'habitat, il prend une dimension tout autre, associée à ces tombes d'enfants. Alors je peux vous dire que c'est très ingrat de fouiller ça, parce que c'est des trous de sable dans du sable, c'est invisible, on se prend la tête pendant des heures à dire « t'es sûr que tu vois un trou de poteau ?» Moi je le vois pas. « Attends, on revient demain matin avec la lueur de l'aube, on va le voir ce soir » et on se relève à 21h pour aller voir si la nuance n'est pas exactement la même et on pourrait peut-être mieux décerner le trou de poteau. Et des fois on fouille à l'aveugle pour voir si la compacité du sédiment n'est pas exactement la même. C'est vraiment la fouille du trou de poteau dans ce genre de milieu. C'est pour ça qu'en fait les habitats n'ont jamais été fouillés. On l'a compris. Mais vous voyez, c'est pour ça que les dialogues du Quai Branly, c'est important parce que une réflexion autour de la fouille du trou de poteau, pas quelque chose qu'on vit au quotidien. Donc là, ça nous apporte quelque chose de supplémentaire, avec quand même des réflexions ici qui touchent à la préhistoire. Je vais vous poser la question, c'est peut-être un peu provoquant, mais est-ce que quelque part la préhistoire de ces mondes africains, là, avec des peintures rupestres, etc., n'entrait pas dans une lecture possible vue d'Occident en disant, bon, c'est de la préhistoire, donc bon, ça convient. Ça passe mieux, j'ai envie de dire, que l'archéologie d'autres constructions, comme vous disiez tout à l'heure, soit plus imposantes, soit qui seraient là pour montrer qu'il y avait une civilisation. Là, on se dit, non, bah oui, c'est de la préhistoire. C'est peut-être vrai, je m'étais jamais posé la question, mais c'est sans doute vrai parce que y a une espèce de regard très différent entre la préhistoire où on se dit, enfin ça y est, c'est acquis, tout le monde dit ah c'est en Afrique qu'il y a toujours les plus anciennes choses et donc l'Afrique donne le tempo, et en histoire où au contraire on se dit ah oui l'Afrique elle est à la traîne, etc. Les deux sont tout à fait des visions complètement caricaturales, hein. Mais c'est intéressant. Je ne m'étais jamais fait cette remarque. Ouais, et puis ça rejoint aussi cette idée très coloniale de parler de l'Afrique miroir des origines ou l'Afrique des berceaux et tout ça, comme si tout était né, partait d'Afrique, mais après ils s'en vont et il n'y a plus rien. Et c'est finalement, ça légitimait aussi ce pouvoir colonial quoi, de l'époque. Et c'est vrai que ça fait partie aussi de ce cliché. On peut faire d'ailleurs justement en écho à tout ça un peu d'égo-histoire ou d'égo-archéologie. Parce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure que c'est pas évident, il y a des défis à relever intellectuels et puis des défis concrets. Comment vous en êtes venu d'ailleurs à étudier ces mondes-là? Comment, au moment où on se dit, tiens, je vais faire des études d'archéologie, etc., on se dit, je vais m'intéresser à ces mondes africains. Alors, en plus, dans sa diversité, donc après, il faut choisir lequel. Alors, comment ça s'est passé, Emmanuel, vous? C'est vraiment par hasard. Hein. C'est le terrain. D'abord, je suis arrivée aux études d'archéologie sans vouloir faire ça depuis toujours. Alors que je suis désolée de vous dire, mais tout le monde, chaque fois qu'on dit qu'on est archéologue, j'ai toujours rêvé de faire ça depuis la tendre enfance. Moi, c'était pas le cas. Je voulais être juge d'instruction. Mais après, c'est beaucoup moins... Tout de suite, ça casse un peu l'ambiance. Mais après, je me suis rendu compte que c'était plein de problèmes, en fait, de faire des enquêtes sur des gens qui étaient morts depuis pas longtemps. Parce que si on se trompait, la famille, elle venait, et puis voilà. Alors que là, si on dit des bêtises... En plus, s'ils sont morts depuis 8000 ans, il n'y a pas beaucoup d'implications. Et après, j'ai commencé les études d'archéologie en me disant, finalement, je vais plus m'amuser qu'en étant juge d'instruction. Et je confirme, 25 ans après, que je m'amuse beaucoup plus. Mais l'Afrique, non, j'étais partie sur le Proche-Orient au début. Et puis, quelqu'un sur une mission dans le Guilford-Kilbir s'est cassé une jambe une semaine avant de partir en mission. Et je passais par là, et donc le directeur de mission a dit tu veux pas remplacer? J'ai dit par quand? Lundi. D'accord. Et voilà. Et là j'ai vu tous ces sites et je me suis dit non, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'ai fait ma thèse là-dessus et c'était parti. Et vous, Geoffroy? Je suis désolé, Emmanuel. Moi, c'est un rêve d'enfant depuis voilà. Et j'en démords pas. Après, je suis toujours aussi passionné et pour le coup, moi, mon histoire avec l'Afrique, c'est... disons que j'étudiais un peu comme tous les étudiants en France, les grottes de Lascaux, de Chauvet, etc. Donc ça, c'était le chemin un peu classique. Mais finalement, il n'y a pas beaucoup de sites pour beaucoup de monde.
Et je me suis dit, il faut regarder ailleurs ce qui se passe, pas seulement en Afrique, mais aussi en Amérique, etc. Et en Afrique, je me suis rendu compte qu'on connaissait surtout le Sahara, justement, ou l'Afrique australe, avec les peintures, l'Afrique du Sud, etc. Mais quasiment pas l'Afrique centrale. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à creuser, c'est pas possible qu'on ne trouve rien. Parce qu'il y avait des interprétations de l'époque qui sont déjà très anciennes, qui disaient qu'à cause de la mouche tsetse, il n'y avait pas de peinture rupestre en Afrique centrale, par exemple. Donc du coup, j'ai commencé à prendre des petits éléments, c'est ce que vous disiez avant, des petits éléments, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout autant de choses qu'ailleurs. Donc j'ai eu la chance de partir une première fois au Cameroun, avec l'université de Yaoundé et l'Institut de recherche pour le développement. C'est un projet qui n'a pas marché, mais après, c'est vraiment des rencontres qui font que j'ai été amené à découvrir Lovo. Et puis, on parle beaucoup aujourd'hui de vous, là, parce que vous êtes présent avec votre formation, mais vous-même, et on l'entend depuis qu'on échange, il y a aussi en Afrique des formations, des archéologues, des historiens, des historiennes. Parce qu'il faut le rappeler aussi, c'est important de le dire sans cesse. C'est même le plus important, en fait, parce que l'archéologie importée, ça ne fonctionne pas, en fait. C'est vraiment pas de l'extérieur qu'on peut écrire les choses. En plus, l'accès au terrain est déjà très compliqué, donc il faut que les archéologues dans chaque pays puissent retourner tout le temps dans les régions, expliquer, c'est ce qu'on appelle la community archéologie, faire l'archéologie avec, pour et par le public, par les gens localement. C'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, si vous n'avez pas conscience de ce qu'est un site archéologique, vous n'avez pas conscience non plus de ce que signifie sa destruction. Et puis il y a des grandes écoles d'archéologie africaine, je pense au Nigeria, au Zimbabwe, à l'Afrique du Sud. Vous avez cité le Cameroun, par exemple, on peut penser aussi au Sénégal. Et il y a toute une nouvelle génération d'archéologues aussi qui révolutionne le domaine, quoi. Et donc là, c'est important aussi, on est là aujourd'hui, mais aussi d'entendre leur voix, leurs travaux, etc., quoi. Ça, c'est quelque chose de fondamental, effectivement. Alors, on va là où vous travaillez, Geoffroy. On est où ici ? Donc, on se trouve au... Ça bouge. C'est une vue aérienne par drone. C'est une vue aérienne par drone, d'accord. Et c'était pour vous montrer un peu l'immensité du site. Donc un site qui s'appelle Lovo. L-O-V-O. Oui. Et c'est un ensemble de massifs sur 400 km². Donc des massifs comme ceux-là, on en trouve une centaine. C'est un site qui est perdu la frontière entre le Congo-Kinshasa et l'Angola. Et on se dit, faut quand même y aller, quoi. Mais finalement, c'est un endroit qui est très peuplé. Il y a au moins une quinzaine de villages qui entourent tous ces sites. Et puis, il y a beaucoup de problèmes fonciers aussi, parce que les questions de frontières, tout ça, c'est très important. Et donc, la première chose qu'on a faite pour la thèse que j'avais engagée, c'était de travailler sur les peintures rupestres. Donc ça, c'était ma première entrée, ma première fenêtre. Et parce que des peintures, on en trouve par milliers. On en trouve dans ces grottes, dans les abris sous roches, au pied des falaises, au sommet des montagnes, le long des cours d'eau, il y en a partout. Et on trouve des peintures, des dessins, des gravures de styles complètement différents. Donc là, c'était le premier travail. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça pouvait signifier, de quand ça datait. C'était des questions qui étaient complètement... Enfin, c'était un gros point d'interrogation. Donc la première partie de notre travail, c'était ça. Géologiquement, c'est intéressant, parce qu'on voit que surgit au milieu d'une sorte de plateau, c'est ça C'est une sorte de plaine, une grande plaine. C'est une plaine et surgissent ces monts. Il y a beaucoup de roches sur les monts et beaucoup de verdure dans la plaine. Oui, c'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment un ensemble qui reste encore aujourd'hui homogène. Et cette concentration, on la trouve nulle part ailleurs. Et là, vous pouvez juste voir, il y a eu un changement de direction assez brutal d'un des villages. Ça, c'est le village éponyme qui s'appelle Lovo et que vous voyez à l'écran. Et ce village, il est au milieu d'une végétation qui est particulièrement... on peut dire que c'est une forêt, là. Oui, c'est une forêt, mais du coup, l'hypothèse qu'on fait, c'est que
Le paysage a énormément évolué au gré des époques. Ça peut être des changements de paysage par rapport à des cultures différentes, ça peut être le lien avec la métallurgie du fer qui modifie aussi l'écosystème. Et on pense qu'initialement, aujourd'hui on ne trouve plus que des petits isolats forestiers, mais qu'à l'époque, c'était rempli de forêts. Et donc il y avait ces massifs qui émergeaient. Alors là, on se trouve où? Là, on est dans la roche, quoi. C'est un site qui est assez incroyable. C'est une grotte, comme on peut en trouver, qui traverse un de ces massifs de part en part. Il y a plusieurs étages. Et donc c'est un peu, là, c'est une salle un peu comme... qui doit être un peu plus haute que la salle où on se trouve aujourd'hui. L'amphithéâtre du Quai Branly. Voilà. Ça veut dire que c'est conséquent, à Lovo. Alors, ici, nous ne sommes pas sur de la peinture. C'est de la peinture ou de la gravure, ça? Ça, c'est de la gravure. C'est de la gravure. Et on est sur un style complètement différent d'Emmanuel. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi qu'on ne s'y est pas forcément intéressé. Parce que, comme vous le voyez, c'est un style qui est plutôt géométrique. Alors que dans le Sahara ou en Afrique australe, c'est aussi quelque chose pour notre regard occidental qui parle le plus, parce que c'est du figuratif, c'est les grands animaux africains, etc. Là, on est sur quelque chose de géométrique, mais comme vous le voyez ici, ça peut être très sommaire, comme ça peut être très élaboré. Si on voulait trouver une datation pour une telle gravure? Ça, c'est complexe parce que c'est de la gravure. Donc, si on a la chance, par exemple, d'avoir un dessin, une peinture, et si elle a été réalisée avec du charbon de bois, ça, on peut dater directement. Pour la gravure, là, qui est un peu hors contexte, on peut juste un peu réfléchir par rapport aux motifs, et ça, c'est des motifs qui sont typiquement Congo. Ouais. Donc, qui datent vraisemblablement du royaume de Congo. C'est quoi ce royaume de Congo? C'est un royaume extrêmement fascinant. Je ne suis pas très objectif, mais... Tant mieux. Mais non, mais blague à part, c'est qu'à partir du XVe siècle, c'est l'un des royaumes africains qui est le mieux documenté, comme aussi le royaume d'Éthiopie, etc. Donc on a une documentation incroyable d'ambassadeurs, de commerçants, donc de voyageurs européens, mais pas seulement, aussi de nobles et de rois Congo. Donc là, on a des correspondances des rois Congo avec des monarques européens de l'époque, avec des papes. Et donc, on a cet éclairage à la fois européen, mais aussi africain Congo. Et là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ce qui nous amène à pouvoir avoir cette fenêtre sur la vie quotidienne et religieuse de cet ancien royaume. Et donc finalement, on trouve ces motifs géométriques, mais si on creuse, il n'y a pas que ça, il y a aussi des personnages dans le jargon, enfin c'est ce que vous disiez, on appelle ça des anthropomorphes, on a tout un jargon chez les rupastrologues qui est parfois un peu, pour des personnes extérieures, on se dit mais j'en ai d'autres d'ailleurs là peut-être. Et donc du coup on trouve des personnages qui sont pour la plupart du temps armés, pour les périodes les plus récentes avec des fusils, mais ça peut être des épées, des arcs, des flèches. Et là, on est sur de la peinture. Ouais. Le noir, c'est du charbon ou pas? Non. Ah mince, je ne vais pas avoir ma date. Et le rouge, c'est du pigment minéral. C'est-à-dire que si ils avaient utilisé quelque chose d'organique, un liant organique, par exemple, ça peut être de l'œuf, ça peut être du sang, ça peut être de la résine, on aurait pu dater, peut-être. Mais là, pour le coup, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas réussi. Alors, ça représente quoi? Et de le dire, c'est très vite de sens. C'est un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la signification à donner de représentation. C'est très difficile tant qu'on n'a pas le récit associé. Sauf que ici, on est sur des cultures qui ont permis de laisser des traces, alors que ce soit des traditions orales, que ce soit d'autres œuvres fabriquées. Est-ce qu'on arrive à mettre en relation avec ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut voir par exemple quand on est dans les salles du Quai Branly, que ce soit de la sculpture, que ce soit d'autres formes de création? C'est ce que disait Emmanuel aussi, tout est dans le contexte. L'archéologie, c'est une affaire de contexte, donc si on voit ça comme ça, bon, on n'en dit rien, à part que dans notre jargon, encore une fois, d'archéologue, par exemple, les personnages à gauche ou à droite, on peut dire que tiens, c'est un théranthrope, par exemple. Un théranthrope? Ouais, c'est aussi un gros mot, hein. Je suis désolé. Je vais m'arrêter là après ça, mais c'est une sorte de personnage avec des parties humaines et des parties animales. Donc là, il y a quelque chose un peu du bactracien, du lézard dans les jambes. En plus, on a l'impression qu'ils fument la pipe. Donc on se dit, bon, il y a quelque chose qui nous dépasse. Par contre, si on élargit le focus, on a pu
ça reste des hypothèses. Il faut être l'archéologue, sur le principe, travaille sur des traces, donc il faut rester extrêmement modeste. Mais en tout cas, avec l'histoire du Royaume du Congo, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut croiser les sources. Donc à la fois les sources historiques, les traditions orales, et là, ça devient fascinant, parce que ce qu'on ne peut pas forcément faire ailleurs, là, on peut le faire, et ça éclaire d'un jour nouveau. Par exemple, un site comme celui-ci, qu'on a mis en lien avec une cérémonie d'initiation qui s'appelait le Santu, qui était lié à des rituels de chasse. Mais comme ça, de but en blanc, moi, je ne peux pas m'avancer, quoi. C'est ma réserve. Alors, on a vraiment, et c'est ce que vous disiez, Geoffroy, beaucoup de représentations, et un peu partout. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a le défi de l'archéologue aussi de les repérer, et de les préserver. Parce que et là ça vous concerne tous les deux, parce que la notion de préservation, ça fait aussi partie de la démarche. On sait que l'archéologie est destructrice, souvent, mais l'archéologie est aussi là, parfois, pour préserver. C'est le cas des peintures rupestres. Pour vous, Emmanuel, ça se passe comment d'ailleurs ces peintures rupestres? Parce que vous l'avez dit, il faut gravir la dune, il faut déjà y aller, c'est pas simple, mais il y a toutes ces questions aussi de conservation. Oui, alors ces sites, pour l'instant, ils sont préservés parce qu'ils sont inaccessibles. Bien qu'on n'exclue pas qu'il y ait pu avoir des dégradations depuis une dizaine d'années où nous, on n'a pas pu mettre les pieds sur le terrain. Mais oui, c'est ce que le public et même nos collègues archéologues qui travaillent sur d'autres terrains ne mesurent pas, c'est que le temps d'enregistrement dont on dispose en tant qu'archéologue sur ces sites est réduit quasiment à rien du tout. Enfin, il y a des sites sur lesquels j'ai fait 5 ans d'études et j'ai passé 15 minutes de terrain. Ah oui. Donc, c'est vraiment des conditions qui sont le sauvetage de la donnée. Je parle des sites rupestres. Après, des sites aussi qu'on surveille, qu'on prospecte en prospection au sol. Ça peut être la même chose. On enregistre vraiment avec 3 bouts de ficelle, comme tu disais, et après, tout va se passer en post-fouille, en post-terrain, en analyse de données, et là, on va exploiter vraiment au maximum des possibilités ce qu'on peut faire. Oui, vous parliez du contexte africain et de la difficulté d'y travailler. Il faut être un véritable couteau suisse, quoi. Il faut pouvoir réagir. Parce qu'effectivement, le temps d'accès au site, on n'a pas beaucoup de temps et il faut avoir cet esprit ouvert pour directement avoir le bon réflexe, la bonne réflexion pour dire tiens, on va faire ça. Et pour après amener des données et nous faire avancer, quoi, dans la connaissance du lieu. Et là, c'est une donnée, on voit des éléments qui ressemblent à des croix, en fait. Ça, c'est tracé au charbon? Ça, c'est au charbon. Ah, ça y est, on l'a. Et voilà. Donc, on va avoir la datation. Et donc, c'est lié à ce royaume de Congo. Donc, c'est très récent. Et donc, celles-ci sont du XVIIe siècle. Et on se dit, il n'y a pas plus simple que des croix. Des croix, on en trouve partout. Alors, quel est l'intérêt finalement? Et là, avec ce royaume de Congo, le fait qu'on a pu situer ces motifs en croix dans le temps, et aussi par rapport à un contexte culturel, parce que du coup, on a les textes, on a les traditions orales, là, on peut en dire quelque chose. En tout cas, élaborer, encore une fois, l'interprétation qui nous semble la plus probable, mais bon, ça ne veut pas dire que l'interprétation qu'on en donne, elle est partout, pour tous les sites, quoi. Donc, c'est quoi, ici Là, c'est aussi lié, d'après nous, à une ancienne cérémonie qui s'appelait le Kimpasi. Et Mpasi, c'est la souffrance, et Ki, c'est le lieu. Et c'est une cérémonie qui est aussi beaucoup documentée par les sources écrites, beaucoup par les missionnaires, parce qu'ils passaient leur temps à brûler tous les Kimpasi. Et ce qui les horrifiait, c'est qu'il y avait le signe de la croix, qui était l'insigne principal de cette initiation, voilà. Et donc, du coup, on en trouvait partout. Et la question aussi, qui est très débattue parmi les spécialistes du monde Congo, c'est est-ce que la croix était antérieure à l'arrivée des Européens, etc. Et par les datations qu'on a pu faire, on s'est rendu compte que oui. En tout cas, on a une preuve. Alors, dans ces recherches, moi, c'est la variété qui m'interpelle. C'est de se dire, face à, en fait, l'ensemble des données, je rappelle qu'on a commencé à discuter en disant, pendant longtemps, on a considéré qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, là, maintenant, on est en train de dire, il y a beaucoup de choses. Maintenant, comment on traite tout ça?
C'est extrêmement compliqué et ça dépend des contextes. Par exemple, nous, un site comme celui-ci, là, c'est encore une figure de lézard, parce que c'est l'animal le plus, celui qu'on trouve le plus souvent dans le massif, qui est aussi en lien avec le monde des morts. Enfin, là aussi, bon, je ne vais peut-être pas m'avancer, mais si on met la diapo d'après, je pense que justement, là, on arrive vers quelque chose. C'est pas un lézard, c'est un avion. Lézard volant. Ouais. Il était beau. Hein. On a eu de la chance, on a pu faire survoler un avion. Parce que du coup, on avait passé quand même 15 ans dans les grottes. Et on s'est dit, mince alors, à un moment donné, on va sortir. Quoi. C'est bien beau, les peintures rupestres. Bon, moi, je suis le premier à voilà, en parler sans arrêt. Mais on est quand même face à ce paysage extraordinaire. Et on sait par les traditions orales, par les prospections archéologiques, qu'il y a plein de choses. On a pu inventorier des sites métallurgiques, on a pu inventorier des camps d'initiation des anciens villages. Et l'idée, c'était de prendre la hauteur pour essayer de comprendre comment les hommes et les femmes ont occupé ces territoires, pas seulement à l'époque du Royaume de Congo, mais à travers le temps long. Et c'est ce que cet avion nous a permis en faisant ce qu'on appelle de la photogrammétrie. C'est-à-dire que, comme l'image que vous aviez montré avant sur le site, on peut faire ça sur un petit objet, on peut faire ça sur un site archéologique, comme on peut faire ça sur des superficies beaucoup plus importantes, comme 400 km². Et du coup, en prenant de cette hauteur-là, et en ayant conscience de cette géographie du lieu, on a commencé à assembler des pièces du puzzle et à comprendre comment le territoire a été occupé. Et on s'est rendu compte, je pense que c'est la photo d'après, que les zones humides que vous voyez là avaient une place extrêmement importante. D'accord. Parce que aujourd'hui, on voit un paysage qui est un peu pelé, un paysage de savane avec quelques rares arbres. Mais à l'époque, l'idée, c'était donc un couvert forestier dense et dans des périodes qu'on a pu dater aux alentours du 5e siècle avant notre ère. Donc c'est là où on retrouve les premiers villages, quoi, finalement. On se rend compte que les hommes ont de préférence occupé cet endroit parce que ça faisait comme des petites clairières. Et après, ils ont commencé à défricher pour les cultures, etc., de leurs champs, etc. Et progressivement, après, beaucoup plus tard, à l'époque du Royaume de Congo et l'arrivée du manioc, avec d'autres alimentations, donc il y a le paysage a complètement été bouleversé, et aussi avec la métallurgie. Cette notion d'évolution, moi, je la trouve vraiment pertinente. C'est peut-être à mettre au cœur aussi de toute cette réflexion, ces processus, ces transitions, ces évolutions. Mais c'est vraiment contre l'idée que l'Afrique n'aurait pas d'histoire, mais ça c'est mis de côté. Mais c'est surtout que cette histoire, même si on la reconnaît, elle n'est pas figée. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose, et on le sent, vous, Emmanuel, c'est votre démarche, ce mot transition, il revient, ces évolutions. Oui, c'est vraiment le luxe de l'archéologue. On travaille sur des périodes de temps qui peuvent être très très larges. Et ça donne le vertige quand même parfois. Oui, puis en plus on était en avion là. Et vous avez, alors il n'y a pas que de la peinture rupestre. Ouais, parce que... là, c'était juste pour montrer, du coup on a trouvé, à partir de cette hypothèse de recherche, donc on a trouvé beaucoup de sites, notamment un site qu'on a fouillé cette fois-ci, qui est un ancien village qu'on a pu dater du 5e siècle avant, et enfin du 4e siècle avant, entre le 4e et au tournant de notre ère. On trouve beaucoup de céramique avec de l'outillage, enfin des pierres polies. Et là aussi, ça va à l'encontre du cliché que, d'abord il y a les pierres taillées, après il y a la céramique. Là, c'est un mélange. Donc le carcan, les cadres descriptifs hérités de notre... Ça ne rentre pas en jeu. Et puis c'est des temps très longs, hein. C'est surtout ça, parce que moi je l'entends avec ce royaume du Congo, vous évoquiez le 15e siècle, mais ça nous rapporte aussi longtemps avant, au sens où il y avait des choses avant. Oui. C'est ça aussi, c'est cet échange à travers le temps. Et puis là, c'est un peu la dernière évolution du paysage, c'est-à-dire que on se dit que c'est un site qui est isolé, alors il vaut mieux ne pas trop y toucher, le laisser tranquille, mais finalement, on se retrouve un peu aujourd'hui à la croisée des chemins, c'est-à-dire que c'est un site par les massifs qui attire beaucoup les industriels et qui sont attirés par l'exploitation du calcaire, etc. Et donc, on est vraiment, encore une fois, à la croisée entre soit la perspective d'exploiter industriellement ces sites, ou soit la perspective patrimoniale. Et donc là, c'est les collègues congolais qui souhaitent pouvoir classer les massifs de Lovo patrimoine mondial de l'UNESCO.
Donc là, on est vraiment dans 2 démarches différentes. Et puis encore une fois, comme acteur incontournable, il y a les habitants qui sont dépositaires de ces terres, de ces traditions, et on a passé, encore une fois, la chance qu'on a eue, c'est ce temps long dans la recherche et de pouvoir avoir fait ces rencontres, comme ici Bernard Divan-Gambutta. Divan-Gambutta, ça veut dire celui qui parle comme les vieux. Et on est resté des jours et des jours à parler des traditions qu'on appelle la Kinkulu en Kikongo, c'est l'histoire ancestrale. Et donc du coup, tous ces paysages, finalement, on se dit c'est un massif comme un autre, là c'est un bout de forêt comme une autre, tout s'éclaire par cette tradition orale qui rend le paysage mythologique, quoi. Et là, on rentre dans quelque chose d'assez fabuleux, parce qu'il y a des rituels, il y a des cérémonies. Ces peintures rupestres, ça entre dans ces récits-là, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été oubliées? Après, par exemple, on a pu rencontrer des chefs coutumiers qu'on appelle les Mbuta Zibantu, les honorables monsieur. Et donc, du coup, qui étaient presque centenaires. Et c'est aussi la chance qu'on a eue, c'est qu'on était vraiment à ce croisement de générations. C'est-à-dire que toutes ces personnes qu'on a pu croiser, qu'on a eu la chance de rencontrer il y a maintenant plus de 15 ans, étaient encore en vie, étaient dépositaires de cette tradition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, ils sont plus attirés par Kinshasa. Ils voient ces cérémonies un peu comme de la sorcellerie parfois. Et c'est là aussi où c'est important, dans la manière de concevoir la recherche, en la faisant ensemble. C'est-à-dire que cet extrait, c'est parce qu'on a fait une exposition. Et l'idée, c'était de l'ouvrir au plus large public possible, en commençant par le village, et c'est pour ça qu'on l'a aussi écrit en lingala, qui est la langue la plus parlée au Congo-Kinshasa, vraiment pour sortir de ce cercle de recherche et pour l'ouvrir. Parce que finalement, en ne faisant que des papiers, des articles, pour notre communauté, on contrôle un passé qui n'est pas le nôtre. Et c'est là où c'est important aussi de réfléchir en termes de comment on peut travailler ensemble. Et voilà. Moi, je reprends le slogan de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Nous fouillons, c'est votre histoire. Parce qu'il y a vraiment de ça. Voilà. Et puis après, il y a tout le volet, ce que vous disiez aussi, de formation. Et avec des chercheurs et des chercheuses qui sont passionnés. Et Dieu sait que c'est compliqué en France, mais au Congo ou ailleurs sur le continent, ça l'est d'autant plus quand on cherche à devenir archéologue. Et donc, il y a toute cette nouvelle génération qui bouscule la recherche. Et tous les projets qu'on mène, enfin le projet à Louvain en tout cas, est en lien aussi avec l'université, dans l'idée de former des futurs archéologues. Avec quand même cette exploration sur un temps très long, là on l'a fait aujourd'hui, de l'archéologie, qui nous conduit quand même très 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 loin en arrière et plus proche de temps historiques, et là je reprends les expressions anciennes, etc. Mais c'est surtout, moi, cette vivacité et l'ampleur de ce qui reste à faire. On voit bien qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce territoire qui est immense. Emmanuel, je reprends vos comparaisons avec la superficie d'un continent comme l'Europe, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas un archéologue de l'Europe. C'est juste impossible. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, parce qu'on est là, on cause, il fouille, le sujet est à creuser et il y a des micros qui vont tourner et je vois déjà des mains qui se lèvent par ici. Alors, regardez, le micro arrive. Hop là, bonjour. Super. Bonjour, Armand Auxiètre. Sur la première image qu'on a vue, c'est un lion, en fait, avec la queue levée, le sexe. Et en fait, on ne voit pas de tête parce qu'en fait, c'est la crinière qui englobe avec la bouche ouverte et il mange un homme. Et en haut, on voit 2 gazelles. Donc, c'est vous, Emmanuel, hein, c'est cet animal. Oui, c'est la fameuse le fameux animal, ouais, c'est un lion. Bête dite sans tête. Alors là, il n'y en a qu'une, mais il y en a 35 au total. Ouais. Mais donc en fait, là, effectivement, il y a une bosse qui pourrait faire penser à une crinière. Sur d'autres, c'est vraiment très très plat. Il n'y a pas ça. Assez, parce que si on prend les lions du Bénin et tout ça, ils sont toujours représentés avec la queue levée et le sexe sorti comme ça. Ouais. Tout à fait vrai sur celle-là. Sur celle-là, voilà, il y a une grande variété de J'ai représentations. pas vu les autres, mais sur celle-là, c'est assez flagrant, je dirais. Et la crinière qui englobe la tête. Ouais. C'est intéressant aussi dans la démarche, je le voyais sur le vocabulaire utilisé, parce qu'on en rigolait là, mais c'est vrai qu'on ne dit pas des êtres humains,
au sens où sont-ce vraiment des êtres humains qui ont été représentés. Et c'est intéressant aussi de voir comment faut se méfier, en fait, ce qu'on disait aussi de ces représentations. Après, effectivement, sur les analyses, etc. Et après, un peu plus loin, sur le royaume du... Comment ça s'appelle c'est Kuba, c'est une boîte, ça représente une boîte à phare. Kuba. Une boîte à phare Kuba sur une peau dessinée. Ah, oui, c'est une boîte à phare. On voit les motifs. Oui, vous parliez de la gravure. La gravure, oui, la gravure. Oui, effectivement. Ouais, on peut... Après, c'est un motif comme celui-ci, c'est complexe. Par exemple, on le trouve, là c'est dommage, j'ai pas le relevé, mais aussi dans une autre représentation, mais extrêmement complexe, où on le trouve... Enfin, c'est difficile de vous expliquer, mais c'est vrai ce qui est extrêmement intéressant, c'est que au-delà du motif en lui-même et de la signification, parce que il y a, comment dire, c'est toujours très compliqué, surtout dans les études, en art rupestre, parce que du coup, l'art rupestre, il y a aussi un peu, ça a été souvent utilisé pour illustrer des belles couvertures de livres finalement. Ouais, et le côté scientifique, tout ça a toujours été mis un peu de côté en disant c'est une belle image, on la met et puis voilà, et puis ça fait vendre. Parce que du coup, forcément, ça nous parle, ça nous émeut. C'est plus facile de nous émouvoir avec une peinture rupestre qu'avec un trou de poteau, par exemple. Même s'il y a des spécialistes des trous de poteau. Ça dépend pour qui. Hein. Super trou de poteau. Mais du coup, excusez-moi, juste pour votre question, c'est que là, au-delà du motif, il y a tout un vocabulaire quand même de forme. Et qu'on retrouve aussi bien dans la rupestre que dans le tissage, la vannerie, la poterie, etc. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement cohérent, quoi. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'idée que ces images-là, ce ne sont pas simplement des illustrations. Oui. Ce sont des documents. Allez-y, ici je vois une question. Ici, là-bas, super. À côté. Allez-y. Bonsoir, merci beaucoup pour vos exposés. J'ai compris que vous étiez déconstruit, que vous étiez plus ethnocentrique, que vous aviez une autre vision de l'archéologie que dans les temps passés. Mais je voudrais savoir pourquoi la majorité des archéologues utilisent encore comme repère Jésus-Christ, alors que depuis une cinquantaine d'années, certains de vos collègues ont défini un âge avant le présent. Et donc, je voudrais savoir encore si dans vos enseignements, vous utilisez toujours cette date repère de Jésus-Christ. Là, je vous réponds en tant qu'historien. Oui, avant Jésus-Christ, on le dit en histoire facilement, mais en archéologie, les périodes sont beaucoup plus longues. Et c'est vrai, je le ressens, c'est pas du tout lié à un indicateur religieux, etc. C'est souvent sur la temporalité. Et pour ma part, la notion de Jésus-Christ, c'est vrai qu'elle est pertinente quand elle nous concerne. La notion de Jésus-Christ pour l'histoire, avant Jésus-Christ pour l'histoire chinoise, n'a pas... Voilà, je suis régulièrement confronté à cette interrogation pour moi-même. Et voilà, la notion de Jésus-Christ, c'est quand elle est intéressante. Sur les temps très longs, c'est moins intéressant. Et puis après, il y a juste une question de répétition. Quand on a dit Jésus-Christ plein de fois, on dit avant notre ère, mais ça, c'est juste du vocabulaire. Alors, pour l'archéologie ancienne, on utilise beaucoup l'abréviation BP, qui veut dire Before Present, et qui renvoie à des datations qui sont des datations physico-chimiques. Before Present, c'est avant 1950, mais il y a une calibration à faire. Ce serait très long de vous expliquer pourquoi tout ça, mais on n'utilise plus du tout jamais le vocable avant Jésus-Christ. C'est vrai que c'est converti des fois en BCE, Before Common Era, avant l'ère commune, mais le vocable avant Jésus-Christ, il a complètement disparu. Enfin, en tout cas, certains de mes étudiants sont là et peuvent dire qu'ils ne l'ont jamais entendu dans les cours. Voilà, mais voilà, sur des périodes historiques plus récentes, c'est vrai, par contre, ça s'utilise encore communément. Alors, voilà, vous avez le micro. Merci pour vos exposés. J'ai deux questions, en fait. La première, vous avez beaucoup parlé de l'histoire dans le temps, et donc de la chance de pouvoir étudier ça dans le temps. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que quand on va dans d'autres continents, quand on regarde un certain nombre par exemple en Amazonie, j'ai vu des images de falaises qui étaient aussi ornées d'une multitude de dessins qui, moi qui suis béotien, semblent assez proches quand même. On en retrouve aussi en Espagne, on en retrouve dans plein d'endroits avec des datations qui sont,
à peu près dans les mêmes périodes, à 10 000 ans près, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des études aussi pour essayer de faire de la comparaison entre ces différentes zones, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer, et que c'est vers les mêmes époques qu'on retrouve à peu près des dessins qui se ressemblent, peut-être? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je lisais hier, je crois, ou avant-hier quelque chose, on a retrouvé avec des technologies très, je ne sais pas, les lidars, les machins comme ça, en arabe, dans la péninsule arabique, vers Dubaï, on a retrouvé des restes de cités en dessous des sables, qui sont cachés par les sables. Donc, est-ce qu'on a aussi dans le Sahara, je pense plus au Sahara pour ça, où il y a plein de sable qui est venu depuis 5000 ans, est-ce qu'on commence à mettre en œuvre des méthodes un petit peu nouvelles qui permettraient d'aller savoir où on peut creuser, où on peut trouver quelques restes? Et ça, c'est vrai qu'on peut le faire avec le Sahara et on peut le faire avec les forêts tropicales. C'est ce qui est fait d'ailleurs en Amazonie. Alors avant le Sahara, donc on part dans les forêts. Ah oui, c'est typiquement, je ne sais pas si c'était le lidar, le laser aéroporté, enfin, ce qui a créé des découvertes incroyables, que ce soit en Amérique centrale, avec des cités mayas, que ce soit du côté d'Angkor, que ce soit en Amazonie, avec les dernières recherches de Stéphane Rostin qui ont découvert des cités, ce qu'ils appellent des cités-jardins, tout un réseau de cités, de centres urbains, c'est incroyable. Et on se dit, effectivement, l'Amazonie, c'est le premier bassin forestier mondial, le bassin du Congo, c'est le deuxième. Alors, quand est-ce qu'on fait ça au Congo ? Et nous, c'est des technologies, tout évolue tellement rapidement, encore une fois, technologiquement parlant. Et c'est vrai qu'après, c'est des technologies qui sont très chères. Et nous, on a opté, suivant notre budget, pour des technologies un peu meilleur marché, notamment la photogrammétrie, ou une technique qui s'appelle le thermique, mais qui permet aussi, par le croisement des relevés, d'essayer d'identifier de nouveaux sites archéologiques. Et là aussi, c'est la différence avec ce qui se passait dans des fouilles archéologiques plus traditionnelles, où finalement, c'était quelque part, on avait peut-être une tradition orale, où on avait un texte, ou après c'était peut-être au petit bonheur la chance, mais là on a plein de moyens aujourd'hui technologiquement pour, en amont du travail de fouille, parce que le travail de fouille, c'est une destruction en soi. Même le prélèvement qu'on fait sur la peinture pour connaître un peu les techniques picturales ou faire une datation, c'est une destruction. Donc, en tant qu'archéologue, il faut être extrêmement responsable, d'autant plus dans les grottes ornées où chaque pas, ça peut bouleverser le contexte. Et c'est vrai que toutes ces méthodes aujourd'hui, ça permet d'aller directement au but, même si ce n'est pas magique non plus. On creuse le sable, Emmanuel ? Alors, dans le Sahara, dans les environnements arides, il y a beaucoup moins de sédimentation. On est dans un milieu abiotique. Donc, il y a quand même cette question du déplacement des sédiments secs. Il y a des grands mythes sur le déplacement des dunes, ces wellbacks, ces grandes dunes en forme de dos de baleine. Pour avoir fait beaucoup de prospection dans la Grande Mer de Sable, qui est vraiment un des plus grands endroits avec ces grandes dunes dans l'est du Sahara, je peux vous dire qu'au sommet de dunes formées au Quaternaire, on retrouve des sites comme s'ils avaient été laissés hier, et ils ont 8000 ans, ces sites. Et rien ne s'est passé depuis. Ils sont absolument sur le sol, intacts comme ça. Donc, il faut se méfier de ces histoires de déplacement de dunes, etc. Pour revenir à votre première question, ça, c'est vraiment le mystère de la formation cognitive humaine. On a des manifestations archéologiques qui sont similaires dans des endroits du monde où on est absolument sûr qu'il n'y a pas de lien. Par exemple, cette histoire des mains négatives, on en trouve partout sur la planète. C'est vraiment le motif le plus ubiquiste qu'on puisse trouver dans la rupestre. Qu'est-ce qui, à un moment donné de l'évolution humaine, de la pensée humaine, amène à faire des empreintes de mains ? C'est la même chose que ce qui amène, à un moment donné, à produire des outils d'une telle ou telle façon. Il y a une formation cognitive humaine qui est quand même commune, quel que soit l'endroit, l'environnement dans lequel on se situe, et c'est après les variations culturelles qui vont faire qu'il va y avoir des différences selon les régions. Et ce qui a créé aussi pas mal de dérives, surtout en rupestre, parce que c'est facile d'interpréter les choses par son prisme, et là on parle de signes qui sont vraiment élémentaires, on parle même d'universaux, c'est-à-dire que plus un signe est simple, plus on a de la chance de le retrouver partout. Et c'est vrai que je pense par exemple à l'interprétation chamanique de la rupestre, où on a commencé à en voir un peu partout, au Sahara, en Afrique du Sud, sur tous les continents. Et là, c'était par exemple le premier stade de
cette interprétation, et du coup, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que dans un contexte comme Lovo, la chance qu'on a pu encore une fois avoir, et là c'est de rendre ces images, ce que vous disiez, ces images repères comme des documents d'histoire et s'en servir comme tels. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut dater l'image et la replacer dans un contexte culturel, là c'est significatif. Mais par contre, si on a quelque chose un peu hors contexte, etc., on peut raconter ce qu'on veut, quoi. Et il y a beaucoup d'interprétations qui sont parties de là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois une main qui se lève ici. Mais, allez-y, si quelqu'un d'autre a une question, qu'on donne le micro tout de suite. Tac, 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 là-bas. Voilà, je vous laisse y aller. Allez-y, je vous en prie, monsieur. C'était juste pour savoir, est-ce qu'il y avait un lien entre les figures géométriques qu'on a pu retrouver dans le massif de Lovo et ceux qu'on a pu retrouver dans la vallée de l'Ogooué ou même au Cameroun, sur le site de Bizarre ou pas? Vous disiez dans quelle vallée? Dans la vallée de l'Ogooué, au Gabon. Au Cameroun? Au Gabon. Au Gabon? Au Gabon, oui. Ah oui, excusez-moi. Pour moi, je ne connais pas suffisamment le site de l'Ogooué pour être affirmatif. Après, pour moi, c'est deux contextes culturels différents. Après, ça peut être... À Lovo, par exemple, pour tout vous dire, on n'a daté que 2 sites, mais sur une centaine. Alors du coup, on a des styles complètement différents. Donc là, on a pu dater des choses des peintures, des dessins, des images très récentes. Mais si ça se trouve, il y en a des très anciennes. Et peut-être que ce soit l'Ogooué ou que ce soit Lovo, on peut trouver des peintures qui sont en lien avec des locuteurs bantous, par exemple, de l'époque. Mais à part dire ça, je ne pourrais pas faire plus de commentaires, quoi. Bon. Mais effectivement, c'est un site exceptionnel aussi. On sent que ça demande beaucoup de modestie, ouais. votre boulot. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de pincettes, de modestie. Il faut y aller comme ça, pas à pas. On ne peut pas affirmer les choses, c'est ça qui est formidable aussi. Une question là-bas. Merci. J'avais une question. Je voulais d'abord vous remercier pour votre exposition. Je voulais aussi rejoindre la question par rapport à Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à vos recherches, vous pouvez dire ou confirmer que les pays en Afrique ont eu la connaissance du christianisme avant la colonisation ? C'est intéressant, juste par l'archéologie, effectivement, la notion de rencontre. Et si vous permettez, moi je peux même poser une question, parce que ça m'intriguait, aller plus loin, parce que la présence, le christianisme avant, les religions, mais globalement même ces idées de rencontre, voir ces contacts, ça va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez d'ailleurs. Après, je ne sais pas, en tout cas dans le contexte du Royaume de Congo, c'est un lieu idéal, parce que depuis tout le début, le Royaume de Congo, on sait beaucoup de choses à partir de l'arrivée des navigateurs portugais, parce qu'ils ont commencé à beaucoup écrire des comptes rendus, comme je vous le disais. Avant ça, on ne sait quasiment rien. On ne sait pas l'origine du royaume. Mais à partir du moment où les navigateurs portugais ont commencé à venir dans le royaume, assez rapidement, le roi Congo de l'époque, Afonso I, qui régnait, s'est converti au christianisme. Et directement, il y a un syncrétisme qui s'est opéré. Et c'est un syncrétisme qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, Divangambuta, le chef coutumier qu'on avait pu voir en photo, il allait à l'église, mais en même temps, il faisait des rituels coutumiers. Et encore aujourd'hui, il y a ce syncrétisme, même dans le Kimpasi, par exemple, qui est documenté historiquement et ethnographiquement, ont trouvé des objets à la fois Congo et à la fois chrétiens, comme des encensoirs, etc. Et donc là, c'est vraiment fascinant aussi, parce que nous, on a cette vision un peu dichotomique de se dire c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'était peut-être bien d'avoir les deux, parce que finalement, on avait peut-être aussi tout intérêt à d'être à la fois initié au Kimpasi et à la fois être converti au christianisme, quoi. Sur ces mélanges, ces échanges, ces contacts, c'est vrai que sur les périodes très anciennes, c'est beaucoup plus difficile sans doute à percevoir. Hein. Pas tant que ça. En fait, on voit que dès les débuts, les populations sont mobiles, il y a des échanges. C'est comme ça que se créent les cultures matérielles aussi. Et l'Afrique s'est toujours insérée dans ce qu'on appelle les systèmes mondes.
Et ça va très très loin sur le Great Zimbabwe, par exemple. Sur toute la côte Swahili, on trouve des céramiques qui viennent d'Asie, d'Extrême-Orient, de Chine, des époques très anciennes. À partir du 9e siècle de notre ère, on trouve des choses qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres. C'est formidable ça d'ailleurs de voir, parce que ça permet justement d'exploser d'un seul coup. L'archéologie, c'est hyper local. C'est le site qu'on fouille et puis... il y a des systèmes commerciaux à très très grande échelle, à des périodes beaucoup plus anciennes que ce qu'on pourrait imaginer. Monsieur. Oui, bonsoir. On voit que le monde, il me semble, que le monde occidental est très admiratif de tout ce qui est ancien, la recherche du passé, de toutes les civilisations. Je voudrais savoir quelle est l'approche des populations africaines, de la mentalité africaine vis-à-vis du passé, et comment réagissent-elles face à archéologues occidentaux qui viennent fouiller des petits restes chez eux. Alors comment ça se passe? La question elle est vraiment pertinente parce qu'on le sait bien, la transmission c'est fondamental. Et tout à l'heure quand on voyait l'exposition, la traduction en lingala, c'est très important cette transmission d'expliquer aux gens, parce qu'on parle d'Afrique, mais je veux vous dire, chez nous c'est pareil. Dès qu'il y a un chantier et que l'INRAP intervient on a fait tout un tas de... On ne va pas construire le supermarché tout de suite, parce que peut-être qu'il y a une villa gallo-romaine, les gens râlent en disant bah si, parce qu'on a besoin de faire les courses. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose de partout, mais là comment ça se passe justement? Il y a plusieurs niveaux. Au niveau de cette... des Congos avec un K et pas avec un C. Le C c'est le pays, le K c'est la région que j'étudie. Il y a toujours cette coutume qui rattache tous les clans de chaque village à Mbaza Congo, la capitale. Donc il y a toujours ce lien historique qui s'y fait. Et dans la transmission, ça c'est très complexe, parce que moi je vais à l'autre bout du monde et je demande à aller dans les endroits qui sont pour eux les plus sacrés, où on n'emmènerait même pas son fils. Et parce que ça, en fait, dans la transmission, c'est de neveu à oncle maternel. Et donc, du coup, pour avoir cette confiance, pour qu'on voie que, voilà, que je suis quelqu'un d'honnête, etc., ça met beaucoup de temps. Et d'abord, c'est que des petites brides de tradition. Après, c'est des petits sites. Et progressivement, on a la chance de découvrir d'autres choses. Et nous, on avait cette chance à Lovo d'avoir pu avoir engagé cette recherche sur le long cours. Dans la dimension du pays national, c'est une autre histoire, parce que cette exposition, on l'a inaugurée dans les villages à Lovo, avec les écoles et tout ça. On l'a aussi inaugurée au nouveau musée national de Kinshasa. Et puis après, ça a fait un tour dans toutes les grandes villes du pays, notamment Goma et Bukavu, à l'est du pays. Et là, il y a toujours ce côté, on ne savait pas. Et c'est là le drame de la colonisation, parce que ça a coupé net les racines, comme si avant il n'y avait rien. Et puis c'est là tout le travail des archéologues, des historiens, de pouvoir reconstituer cette histoire-là, quoi. Pour la préhistoire, c'est d'autres problématiques. C'est comme ici, demander à des populations qui habitent dans le sud, alors vous vous sentez concerné par ce crâne qu'on a retrouvé qu'à 30 millions d'années. Ça n'a pas d'intérêt, mais ça a un intérêt peut-être pour le pays, en tant que nation, de montrer qu'il y a quelque chose et qu'on s'y intéresse. C'est vrai que c'est un défi supplémentaire, parce que expliquer l'importance d'un petit bout de caillou qui ressemble à rien, c'est beaucoup plus compliqué que d'expliquer l'importance d'une sculpture ou d'un objet, d'un artefact qui est vraiment intéressant, qu'on s'imaginerait être dans un musée. Et donc, c'est vrai que sur la préhistoire, ça rend la question de la transmission encore plus vitale. Ouais, c'est délicat d'ailleurs à faire, mais on le voit bien. D'ailleurs, si on est ici tous ce soir, c'est aussi pour ça, parce qu'on a besoin de cette transmission. Je vous en prie. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais savoir si, dans le contexte de la community archéologie, vraiment très, très, très intéressante par rapport à ce que vous faites, qui est vraiment un aspect très récent de l'archéologie dans beaucoup d'endroits. S'il y a des endroits que vous avez repérés qui mériteraient de faire de la CRM, c'est-à-dire sur le terrain, pour avoir des meilleures compréhensions de l'étendue des endroits utilisés, dans
quel contexte? Mais Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire pas juste des sites individuels, mais des documentations un peu générales pour comprendre comment est-ce que ces sites sont interliés avec l'un l'autre. Prendre de la hauteur, quoi, encore plus. Oui, c'est aussi... on en revient au contexte, hein, parce que finalement, on a la petite focale sur site, on a sur un site archéologique, on a la plus grosse focale, par exemple, tous les massifs de Lovo, on a l'autre focale avec le royaume de Congo, et là, on touche quelque chose de vraiment extrêmement intéressant, parce que on met tout en lien, quoi. Et c'est là où c'est ce qui, moi, me passionne et me fascine le plus. Ben, c'est vrai que le Sahara, c'est là aussi, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas un site, il y a plein de sites, il n'y a pas un Sahara, il y a plein de Sahara. Oui, alors la community archéologie au Sahara, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de population localement, mais il y a des régions où vraiment ça se développe, et c'est là l'articulation entre local et régional où se fait. Dans le public, je sais qu'elle ne va pas aimer que je la cite, mais il y a Ondira Kotomanina qui est là, qui est une de mes étudiantes et qui fait ce projet pour sa thèse de faire de la community archéologie à Madagascar sur la côte nord-est, sur les rascages, les occupations rascages. Donc elle va aller, enfin elle a déjà commencé son terrain, elle va sensibiliser tous les villageois à l'importance de ces restes, etc. Et ils vont contribuer eux-mêmes à rapporter les sites, à constituer une espèce de carte archéologique sur la région, et qui va permettre de à la fois mieux connaître l'histoire dans la diachronie et dans la synchronie de cette région, mais aussi la préserver. Et puis on va passer à la dernière question, et cette dernière question, elle est là. Merci beaucoup. Je voulais remercier aussi les intervenants. Ma question, c'était... Enfin, je voulais dire qu'Indiana Jones a du mal à raccrocher son fouet et son chapeau, et vous avez l'air loin de la retraite, et donc je voulais savoir quels étaient vos futurs projets, sujets d'études ou fouilles, chantier de fouilles, et je voulais savoir si vous aviez une question particulière ou un mystère que vous vouliez dépoussiérer ou découvrir quelque chose de particulier. Ouais, une envie, quoi. C'est quoi? Même, je me permets de rajouter un fantasme. Enfin, ce serait quoi? Alors, on termine avec vous, je crois. Alors, c'est quoi déjà, vous? Déjà, ce qu'on a fait cette dernière fois, c'est d'étendre nos recherches à l'Angola, donc en associant une collègue angolaise, Sonia Domingos. Et l'idée, c'est vraiment à travers cet héritage commun, Congo, c'est d'associer les pays qui partagent cet héritage-là, parce que finalement, les frontières sont nées de la colonisation, et c'est important de se réapproprier cet héritage-là, de pouvoir créer des projets de recherche ensemble et de pouvoir collaborer, quoi. Emmanuel, vous, le fantasme? C'est en train de se réaliser. Ça fait 10 ans que je n'avais pas de terrain et que j'étais en train d'enterrer l'idée de me dire, allez, il va falloir changer des milieux arides parce que tous les terrains sont fermés. Et puis finalement, il y a quelque chose qui est en train de se rouvrir avec African Parks au Tchad et un collègue tchadien qui s'appelle Jimet Gemona. Et donc, on est en train de réavoir accès à tous les sites d'art rupestre du Tassili, de l'Enedi au nord. Je suis fatiguée, je confond les massifs sahariens. Et donc, il y a un potentiel fantastique. Il y a plus de 1000 sites qu'on va pouvoir modéliser en 3D, rendre accessibles au grand public. Comme ça, dans quelques années, depuis votre ordinateur, vous pourrez vous promener directement dans le Sahara grâce à tout ça. Merci à tous les deux de nous avoir donné ces clés de l'archéologie des mondes africains. Merci vraiment vivement. Merci à vous toutes et à vous tous. Et bien sûr, vous regardez le programme des dialogues du Quai Branly pour voir la suite des explorations, parce que ici c'est l'histoire et au sens large, et avec Julie Gacon, ça va être une lecture géopolitique de ces mondes africains. Regardez le programme, c'est génial. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.